Bonjour à tous, c'est Stéphane, c'est Rem pour DLP Next. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va enfin mêler deux de mes plus grandes passions, la technologie et Disney. J'ai la chance d'appartenir au collectif DLP Next qui me donne énormément de liberté dans la création de mes vidéos, et c'est pourquoi aujourd'hui je me permets d'aborder un sujet qui me tenait particulièrement à cœur, la collaboration entre Steve Jobs et le monde de Disney Pixar. Tout le monde aujourd'hui connaît le personnage Steve Jobs, reconnu comme un génie de la technologie, du marketing et surtout en tant que PDG de l'une des plus grosses sociétés au monde. Steve Jobs a su marquer son temps. Et je dois avouer que même moi aujourd'hui, je vis au travers de ses créations et j'aime énormément le confort qu'elles m'apportent au quotidien, ainsi que toutes les possibilités créatives qu'elles apportent. Il est difficile de croire pourtant que cette personne a joué un rôle très important dans l'évolution de la grande firme Disney. Méconnue du public, cette association entre Steve Jobs, Disney et les studios Pixar est tout de même quelque chose qui a marqué toute une génération des studios, et nous allons voir aujourd'hui quel est l'impact de Steve Jobs dans le monde du cinéma Disney. Et pour commencer cette histoire, on va remonter en 1974 et on va commencer par raconter un peu l'histoire des studios Pixar. Les studios Pixar appartenaient à la base à Lucasfilm. Lucasfilm qui est, je le rappelle, les studios qui sont à l'origine des Indiana Jones et des Star Wars, gérés par monsieur George Lucas himself. Les studios Pixar étaient à la base juste une organisation de techniciens informatiques qui avait pour but de développer des logiciels pour aider à la création de modèles 3D et d'animation 3D. Ce n'était donc pas un studio de production, mais vraiment des gens qui créaient du matériel informatique, créaient des logiciels pour faire de l'animation 3D. A savoir qu'à la base, ces ingénieurs étaient uniquement chargés de créer des logiciels, mais étant bridés par la technologie, ils se sont mis à créer des composants pour exploiter pleinement les possibilités de leur logiciel. Arrivé en 1986 et après le succès des Star Wars, l'entreprise Lucasfilm commence à perdre énormément d'argent et réfléchit petit à petit à se séparer des studios Pixar. C'est alors que Steve Jobs entre dans la danse. Steve Jobs, lui, y voit l'avenir du cinéma. À l'époque composé de 45 personnes, Steve Jobs rachète l'équipe pour près de 5 millions de dollars. À l'époque, 5 millions de dollars c'est énorme, surtout pour un si petit projet. Et il réinvestit encore une fois 5 millions de dollars pour le développement continu de cette société. Et Pixar devient à l'époque une vraie entreprise à part entière et non plus un studio appartenant à une entreprise, et se mettent à développer des composants informatiques principalement pour la médecine mais également pour l'armée, mais bien sûr continuent à créer de l'animation vidéo et ce en partenariat avec Disney, donc on parle bien d'un partenariat, il y a simplement quelques échanges d'argent entre les deux sociétés à l'époque, et ce pour le développement de ce que Disney a appelé CAP. CAP pour Computer Animation Production System. Ce projet a pour but de lancer de plus en plus la colorisation informatique des films d'animation Disney, puisque à l'époque la colorisation c'est quelque chose qui prend énormément de temps, il faut des gens qui dessinent, qui colorient, ça prend du temps. Alors que si on arrivait à automatiser tout ça par PC, ça ferait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent par le fait. Le projet est presque ce qu'on peut appeler un échec total. Au bout de quelques années, Pixar essuie presque 9 millions de déficits, donc 9 millions on est presque déjà à la somme qu'a investi Steve Jobs pour racheter et investir dans Pixar, et c'est pas top puisque quand on vient d'investir dans une société, c'est jamais génial qu'on perde quasiment l'entièreté de son argent quelques années après seulement l'avoir racheté. C'est alors que Pixar a l'idée de vraiment commencer à créer des courts-métrages et à créer des petites animations pour des pubs et pour la télévision, et ça leur permet du coup de faire de la pub pour leur société, tout en créant tout un potentiel audiovisuel qui n'exploitait pas jusque maintenant. Pixar commence à créer ses premiers courts-métrages. Des courts-métrages plutôt prometteurs puisqu'on peut enfin voir la pleine capacité des logiciels Pixar, et ça interpelle plus particulièrement Disney qui en 1991 signe pour 3 longs-métrages en partenariat avec les studios Pixar. Mais je vous ai parlé tout à l'heure d'investissements à hauteur de 5 millions de dollars, 10 millions de dollars, quelques pertes essuyées à 9 millions de dollars. Cette fois-ci, Disney, en collaboration avec Steve Jobs, investissent près de 26 millions de dollars pour ces 3 courts-métrages. 26 millions de dollars pour l'époque, c'est colossal. C'est ce qu'on envisageait pour des films de haute production. Sachant que là, ça va être vraiment pour de l'animation, des choses qui, à l'époque, ne touchaient qu'un public de niche, un public jeune ou alors un public de passionnés. On ne parle vraiment pas de la même audience que des Star Wars ou des Indiana Jones. Et c'est alors le lancement de la création du tout premier Disney Pixar, Toy Story. À l'époque de sa création, Toy Story commence par être malheureusement un léger échec commercial, à savoir que Disney ne fait pas toute la communication autour dès les premières semaines, et que malheureusement le film ne plaît pas tant que ça.
Steve Jobs perd énormément d'argent, le projet commence un peu à couler et Steve Jobs envisage même de fermer complètement l'entreprise, puisque après avoir investi 26 millions d'euros, on a un peu peur de continuer à injecter de l'argent quand on voit que ça marche pas. Mais lors de la sortie cette fois-ci mondiale de Toy Story, avec toute la communication financée par Disney et toute la grandeur de Disney qui pousse le film vers l'avant, vers un public ultra intéressé par les studios Disney et qui commence à découvrir les studios Pixar, c'est enfin l'heure de la réussite. On parle là de 350 millions d'euros qui réussissent à rentrer au box-office grâce à Toy Story, et on peut dire en quelque sorte que c'est ces 3 premiers films d'animation qui relancent vraiment la société Pixar, société qui était vraiment sur le point de sombrer et qui, grâce à des courts-métrages qui fonctionnent enfin grâce au prestige de Disney, sort un peu la tête de l'eau. Et c'est suffisant pour Disney pour les faire signer pour 5 nouveaux longs-métrages sur 10 ans, et pour continuer à n'en pas douter sur une success story. Vient ensuite les années 2000, année où il y a eu pas mal de conflits entre les studios Pixar et Disney. À l'époque, ils ont un contrat 50-50. Pixar est en charge de la création des longs métrages, donc toute la partie artistique, donc toute l'essence même du long métrage, là où Disney se charge énormément de la communication et ils font du coup du 50-50 sur les revenus. 50-50 qui ne plaît pas vraiment à Steve Jobs puisque Disney ne respecte pas vraiment le contrat. Disney impose énormément de règles à l'équipe artistique au point presque de faire couler certaines franchises. Disney a failli imposer l'idée de sortir Toy Story 2 uniquement en DVD et de ne pas le sortir au cinéma par peur qu'il ne suive pas vraiment le succès du premier. Jobs commence à raconter un peu partout en interview qu'il cherche d'autres distributeurs, d'autres collaborateurs pour lancer ses longs métrages et que le partenariat Disney ne se passe pas vraiment comme prévu. Il faut savoir que monsieur Steve Jobs, qui est à la tête entre guillemets puisqu'il est investisseur principal de Pixar, ne s'entend pas très bien avec Michael Eisner, PDG de Disney à l'époque. Et forcément, lorsque deux personnes qui ont énormément de pouvoir ont énormément de mal à collaborer, c'est toujours très compliqué de sortir des choses productives et rentables. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans ces premières années, puisque c'est constamment une guerre de conflits, vu qu'il y a 50-50 sur les résultats, chacun essaye vraiment de tirer son épingle du jeu et de donner les directives. Et ça ne peut vraiment pas fonctionner, surtout quand on fait de l'animation, et que une majeure partie du succès de l'œuvre repose quand même sur la création artistique, et forcément, il faut que tout ça soit géré par une équipe qui soit soudée et cohérente entre elles. Comme je vous l'avais dit, Disney avait signé pour un contrat sur 10 ans et en 2004, on arrive à la fin de ce contrat. C'est une rupture nette puisque Pixar impose des conditions tout à fait différentes. On était sur du 50-50 et Pixar veut imposer à Disney seulement 10 à 15% des recettes et aucun droit sur la touche artistique du film. Bien évidemment, cela ne va pas plaire à Disney qui refuse complètement le contrat et pendant quelques années vont sortir certains longs métrages qui seront assez tendus au niveau des contrats puisqu'on va avoir des choses un petit peu hybrides entre Disney et Pixar avec des discussions qui étaient toujours très musclées pour la sortie des longs métrages. Pixar décide de changer complètement leur façon de produire et de proposer les films au public, puisqu'à l'époque, Disney imposait que tous les films sortent aux périodes de Noël, puisque c'est là où il y avait le plus gros chiffre au cinéma, et permettant après de sortir le DVD vers les périodes d'été, permettant encore une fois de relancer un peu les franchises. Et Pixar décide de faire exactement la stratégie inverse, c'est-à-dire de sortir leurs films aux périodes d'été, là où les personnes vont aller au cinéma, puis vers les périodes de Noël, là où les personnes vont pouvoir s'offrir les cassettes et les DVD. C'est une stratégie que Disney a beaucoup de mal à aborder, mais Pixar l'impose, et finalement c'est comme ça que Pixar vont continuer à travailler au fur et à mesure des années. Stratégie qui marchera tout aussi bien que la stratégie Disney. Puis en 2004, gros bouleversement dans l'entreprise Disney puisque c'est l'arrivée de monsieur Robert Iger à la tête de l'entreprise Disney. Robert Iger s'entend vraiment beaucoup mieux avec Steve Jobs et il lie une amitié toute particulière puisque ils vont développer ensemble leur société et vont ensemble trouver enfin des accords pour lier Pixar et Disney. Et Robert Iger voit un projet d'avenir visant à lier Apple avec Disney. Malheureusement, l'histoire nous apprendra que cela ne s'est jamais fait, et ce principalement dû au décès de monsieur Steve Jobs en 2011. Et cela m'aurait vraiment pas étonné qu'au fur et à mesure, Disney rachète Apple ou inversement, et qu'on ait vraiment une nouvelle société axée autour de tout ce qui était technologie, mêlée à l'animation, mêlée à l'artistique, et ça aurait été vraiment un très très beau projet que je pense qu'on ne verra pas de sitôt. Mais ça n'a pas empêché les deux PDG riches à milliards de signer un contrat ensemble en 2006, et ça y est, c'est officiel, en 2006, Disney rachète Pixar pour la somme de 7,4 milliards d'euros. Vous avez vu depuis le début, Pixar a commencé avec une valeur d'environ 10 millions et là maintenant on parle de 7,4 milliards d'euros. 7,4 millions d'euros qui reste un investissement ultra sûr pour Disney puisque Pixar ça marche tout aussi bien que Disney et c'est enfin le début d'une grande collaboration entre Disney et Pixar. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Steve Jobs était l'actionnaire principal de Pixar, il était actionnaire à hauteur de 50,6%, ce qui est énorme. C'était vraiment lui qui dirigeait financièrement toute la firme, et avec le rachat par Disney, il quitte son statut de PDG et reste tout de même l'actionnaire le plus important de la Walt Disney Company. Pour vous donner une petite idée, Steve Jobs détenait 7% des parts de la boîte, là où Roy Howard Disney ne détenait même pas 1%.
C'est pour vous donner une idée de l'impact financier de Steve Jobs sur Disney et vraiment la place ultra importante qu'il a occupée au sein de la société, place qui a été malheureusement très peu médiatisée puisque lorsqu'on parle de Steve Jobs, on imagine constamment sa tête associée à Apple, mais on l'imagine très peu associée à Disney. Mais il faut savoir que Steve Jobs a mené vraiment une grande carrière au sein de la Walt Disney Company et qu'il a énormément influencé la majeure partie des succès de la société. Avec à l'époque 50,6% des parts de Pixar, il faut vraiment s'imaginer que Steve Jobs était pour Pixar, financièrement parlant, ce que Monsieur Walt Disney était pour la Walt Disney Company. C'était vraiment une grande figure qui a fait de la société ce qu'elle est partiellement aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, il quitte donc sa place de président CEO de Pixar, mais il obtient un siège au conseil d'administration de Disney en tant qu'administrateur non indépendant. Il a donc vraiment un rôle politique au sein de la société et vraiment un rôle ultra important. Au fur et à mesure des années, les deux entreprises collaborent ultra bien, Disney manie Pixar d'une main de maître et enchaîne succès sur succès sur succès, chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre, et cela donne la success story que l'on connaît tous. Au fur et à mesure, Monsieur Steve Jobs commence un peu à laisser les rênes de la société, et en 2009 se passe un ultime événement tout particulier. Robert Iger, toujours président de la Walt Disney Company, vient un petit matin toquer à la porte d'un certain Monsieur Steve Jobs, pour lui parler d'un nouveau projet. Un nouveau projet très grand à hauteur de ce qu'était le rachat de Pixar à l'époque. Il a en tête un nouveau rêve, une nouvelle ambition et il parle à Steve Jobs de racheter une nouvelle société. Ça y est, Robert Iger commence à parler à Steve Jobs de racheter les studios Marvel. Les studios Marvel à l'époque, c'était quelques très bons films, mais rien de vraiment incroyable. C'était tout un univers ultra bien construit et ultra bien détaillé, univers qui aurait pu énormément inspirer Steve Jobs, mais qui ne l'a pas fait du tout. Steve Jobs a même annoncé pendant son entretien avec Robert Iger que s'il y a bien une chose qu'il déteste plus que les jeux vidéo, c'est les comics et les films de super-héros. Autant vous dire que c'était vraiment pas dans la poche pour le convaincre de racheter Marvel, et au final tout s'est décidé autour d'une seule phrase. Steve Jobs a regardé Robert Iger et lui a dit dans les yeux « Est-ce important pour toi? Tu le veux vraiment? Est-ce un autre Pixar ?» Cette phrase voulait tout dire. Cette phrase voulait dire « Robert, c'est toi qui tiens les rênes, c'est toi qui gères. Je te fais entièrement confiance, tu as géré l'une de mes sociétés d'une main de maître, et maintenant je veux devoir faire de nouveaux projets, et je te donne le feu vert complet, que ce soit financièrement ou politiquement parlant. » C'est en 2009 que Disney rachète donc Marvel en espérant faire le même succès que Pixar. Plusieurs années après et près de 23 films Marvel produits, Marvel rapporte au studio Disney près de 23 milliards d'euros. C'est un super coup de poker que Disney réussit à merveille, épaulé toujours par Steve Jobs qui malheureusement nous quitta seulement 3 ans après cette décision. Steve Jobs a vraiment marqué énormément l'entreprise Disney, principalement financièrement, c'est sûr, ça restait l'un des plus gros PDG au monde, donc forcément, il y avait des moyens, il y avait des idées, mais Steve Jobs, c'était avant tout un esprit créatif ultra développé. Faut pas oublier que il a créé vraiment une belle image d'entreprise avec Apple, image d'entreprise qui perdure encore aujourd'hui, et c'est tout à fait logique qu'il se lance dans un studio d'animation, puisque ça lie technologie et création, tout comme le faisait Apple à l'époque. Encore aujourd'hui, cette success story perdure puisque les films Pixar sont des succès, les grands classiques Disney sont des succès et les films Marvel restent des succès. Je pense que c'est une belle façon de clôturer cette vidéo puisque cela montre que quand on croit en ses projets et qu'on y met un minimum de moyens, on peut réussir à faire n'importe quoi et à faire des choses magnifiques. C'est l'histoire même de Pixar et l'histoire même de Steve Jobs au sein de la Walt Disney Company. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, c'était pour moi un plaisir de découvrir toute cette histoire de Jobs autour des studios Pixar et Disney. Je pense que ça aurait été compliqué de parler de lui sans parler des studios Pixar puisqu'il a eu vraiment la place principale presque dans les studios et il a apporté énormément au cinéma d'animation. Et je me devais de faire une petite vidéo puisque j'aime énormément la société Apple, j'aime énormément ce qu'elle renvoyait et ce qu'elle renvoie encore partiellement maintenant. Et je trouvais ça bien de faire le lien entre technologie et films d'animation, surtout qu'on est une chaîne spécialisée dans l'univers de Disney, que ce soit les parcs ou les films et tout. Et je pense que c'était un petit incontournable dont on se devait de parler. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je parle d'autres success stories, puisque il y en a encore quelques-unes qui traînent par-ci par-là dans le monde de Disney. Et je vais clôturer cette vidéo sur une citation de Steve Jobs. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition, l'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir, le reste est secondaire. C'était rien pour DLP Next, on se retrouve très vite sur Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite, c'était Rem. Ciao!